La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast OVNI, un podcast un peu spécial qu'on enregistre en live à Paris avec Rachel Delacour, notre invitée, et Mathieu Stéphanie. Bonsoir et merci. Salut Arnaud. Rachel, merci beaucoup d'être là. Il y a quelques semaines, on s'est posé la question avec l'équipe OVNI, mais qui allons-nous bien pouvoir inviter pour ce 100e épisode ? Il nous a pas fallu longtemps pour y répondre. 100, c'est un chiffre symbolique. C'est le montant de ta levée de fonds avec Sweep. C'est un chiffre qui m'a fait peur il y a quelques années, parce que Mathieu Stéphanie nous a dit, vous verrez, le plus compliqué, c'est les 100 premiers épisodes. Et donc la première fois qu'on a appuyé sur le bouton REC, c'était déjà il y a 2 ans. OVNI était une société de gestion qui avait levé 15 millions, fait 3 investissements. On a levé 60 millions, on en a fait 17 et on continue dans cette dynamique-là. Mais avant de lancer cet épisode et de laisser Mathieu l'animer et enregistrer son 3e podcast avec toi, c'est ça ? Oui. Numéro 3, numéro tout à 3. fait. Donc je veux rassurer tout le monde, c'est un podcast court de 45 minutes et non pas une génération de Do It Yourself de 3 heures parce que bon, on est en compagnie de 50 invités à qui on ne va pas imposer cela. Moi, je voudrais raconter, non pas 100 souvenirs, mais quelques souvenirs avec toi. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai vu une jeune femme qui montait une société qui s'appelait BIM Analytics, que tu as revendue à Zendesk, que je considère comme un rôle modèle, parce que tu montres le chemin à des entrepreneurs que tu finances en tant que business angel. Quelques années plus tard, tu prenais la présidence de France Digital. Tu étais la première, finalement, personne à me faire confiance quand j'ai investi dans des startups. Et ce soir, encore une fois, tu es là. Donc, merci pour le rôle que tu joues dans cet écosystème French Tech. Et oui, finalement, cette source d'inspiration que tu es pour moi. Merci à toi, c'est très sympa. Et je me souviens très bien des discussions qu'on avait il y a 10 ans justement sur comment aider les boîtes aussi très régionales parce que ça pouvait fonctionner en fait. Donc bravo pour tout le chemin parcouru. Donc je vous laisse en compagnie de Mathieu et de Rachel pour ce 100e épisode d'OVNI et merci pour les 100 souvenirs de ces 10 dernières années. J'espère qu'on en vivra encore plein d'autres à travers ce fonds OVNI Capital et tout ce qu'on fait avec l'équipe OVNI. Merci Arnaud, merci. Salut Rachel. Alors déjà, je dois dire quand même bravo parce qu'en effet, 100 épisodes, je crois que la stat pour dépasser 20 épisodes de podcast, c'est de l'ordre de, je crois qu'il y en a, c'est même pas 5% des gens qui commencent un podcast qui arrivent à dépasser les 20. Donc sur les 100, on est quand même, on est pas mal. Bon, aussi, il y a plusieurs, en l'occurrence, mais voilà, il y en a quelques-uns dans la salle ici qui ont dépassé les 100. Mais voilà, moi je suis ravi. T'as les stats aussi au bout de combien de temps tu as les 100, tu sais, comme les startups là qui en 1 an ou en 10 ans, tu vois, il y a le ranking là de. C'est t'as vrai. Lovable, t'as Deal, tu vois. C'est vrai. Alors après, en effet, souvent, quand tu abandonnes, enfin, je veux dire, soit tu mords et puis tu peux y arriver finalement assez vite, soit voilà. Mais il y en a, j'en ai vu même quand vous faisait des quotidiens. Donc après, voilà, il y a des gens qui font des podcasts longs, il y en a qui font des podcasts en volume. Voilà, j'ai fait mon choix. En tout cas, je suis ravi d'être là avec vous aussi. Et moi, je voudrais dire que j'ai des souvenirs assez fous de nos échanges à chaque fois, des tas d'apprentissages, des voyages. Moi, je me souviens de notre premier enregistrement qui doit faire partie des 10 premiers. C'était, ça devait être en 2000, avant qu'on aille dans mon nouveau bureau. 2017, donc, je crois. 2017, ouais. Et je me souviens que je voyageais avec toi. Entre tu devais habiter vers Montrouge ou Montpellier. Non, ça je sais, mais quand tu venais à Paris, tu traversais pour aller à la Défense et t'habitais où ? Non, t'habitais pas dans le sud de Paris, il me semble. Je sais que t'habitais à Montpellier, merci. Je me souviens que tu bossais dans ta chambre d'enfant avec tes posters, ça je voyageais aussi là-dessus, et tes allers-retours à la Défense, et ça me faisait Montpellier comme je me fais afficher. Je me fais pas respecter dans mes podcasts, c'était affreux.
Et voilà, et puis dans notre deuxième épisode avec Sweep, dans lequel j'ai à chaque fois été saisi par à la fois ta simplicité, ton accessibilité, une certaine forme de douceur, et avec tout ça, une ambition incroyable. Qui moi m'inspire je trouve que tu as un exemple extraordinaire et donc merci d'être là. Merci. Et puis moi j'ai plein de questions à suivre dans cet épisode parce que tu es toi-même investisseur. Mais je voudrais quand même qu'on commence par Sweep, et je voudrais, pour ceux qui sont là qui te connaissent pas, que te demander de te présenter aussi en une petite minute. Oui, donc moi aujourd'hui là, professionnellement parlant, donc je suis la PDG et la cofondatrice de Sweep. Donc je suis un éditeur de logiciels SaaS et je permets en fait aux entreprises de piloter leur décarbonation, de piloter en fait toutes leurs données dites extra-financières et tout avoir à un seul et même endroit. Et en fait, je connecte les points avec la société que j'ai pu faire avant, qui est créée avant, qui s'appelait BIM Analytics, où je faisais déjà en fait de ce qu'on appelle de l'informatique décisionnelle, de la business intelligence, donc de l'aide à la décision. Et en gros, je fais un peu ce que j'ai fait sur la première entreprise, sauf que chez Sweep, je l'applique à l'extra financier. Donc voilà. Mais je reste SaaS woman, édition logicielle, et puis surtout multigéo, quoi, tout simplement. Pour comprendre un peu plus, dans le financier, ça semble entre guillemets assez simple, même si BIM c'était très compliqué et ça a très bien fonctionné, mais j'ai quand même des 0, des 1, des 10, on va dire des figures, des nombres. L'origine de mes données, elle est assez simple à trouver. Sur Sweep, ça vient d'où, toutes les données que tu as? En fait, les entreprises, elles pensent qu'elles n'ont pas toutes ces données dites carbone ou dites sociales ou de gouvernance, les fameuses données ESG. Tu rajoutes la gestion de l'eau, les déchets, etc. Les entreprises, elles pensent qu'elles n'ont pas assez de ces données-là pour démarrer, en tout cas, pour commencer à analyser. En fait, elles ont déjà tout. Tout est déjà dans les systèmes, tout est déjà dans les systèmes de production, dans ce que tu vas facturer à des fournisseurs, dans ce que tu vas générer en termes d'activité, dans tout un tas. Elles sont déjà dans tes données, dans tes systèmes d'information, pardon. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte à tous ces systèmes d'information-là, et on va, par exemple, transformer tous ces petits pixels de data en équivalent carbone. C'est-à-dire, quand tu vends un produit, ça a une correspondance carbone. Quand tu travailles avec un fournisseur, ce fournisseur, il a une correspondance carbone lui aussi. Et en fait, on permet de récupérer toutes ces données-là à un seul et même endroit et de faire que tu vois, en fait, ton impact, ce que tu émets, ce que tu peux aussi aller chercher en amélioration de ces émissions carbone. J'essaie vraiment de vulgariser les choses, mais en fait, c'est ça fait partie de ce qu'on appelle faire un bilan carbone, par exemple. Et puis, ce bilan carbone, est-ce que c'est une photographie que tu as envie d'avoir à un endroit, dans un bouquin, et puis, dans un rapport, ou est-ce que tu as envie d'agir sur ce bilan-là, et puis tu fais la même sur tes déchets, tu fais la même sur ton eau, et puis après, tu vas voir encore plus loin sur ce que tu fais pour socialement, en fait. Est-ce que tu es un bon voisin aussi, voilà, typiquement, en tant qu'entreprise, le good neighbor dont il parle toujours aux US. En fait, tout ça, t'as la capacité de te dire, est-ce que tu es une entreprise comment est-ce que tu transitionnes aujourd'hui vers une économie bas carbone? Parce que c'est l'état du monde, actuellement. Tu as un monde en ressources finies. Il y aura des winners et des losers. Qu'est-ce que les entreprises, elles jouent comme rôle pour aider déjà à repousser, en fait, ce qui nous arrive très, très vite. C'est-à-dire un monde qui fait pas forcément envie sur le papier, là, quand on le regarde. Et puis, en même temps, ces entreprises sont les fameux grands agents du changement. Donc elles ont la capacité aussi de changer les choses et puis la capacité de dire aussi que en changeant les choses, elles peuvent aussi économiquement briller. Il s'agit pas juste de survivre en fait dans ce monde-là, mais de briller en fait en tant qu'entreprise modèle. Et il y en a qui prennent vraiment le parti de le faire dès maintenant et qui agissent déjà et qui sont en capacité de montrer de très grandes choses qu'elles réalisent, quoi. Donc même et c'est vrai qu'en Europe et en France en particulier, on a vraiment d'excellents modèles d'entreprises qui ne nous ont pas attendus pour démarrer les choses, mais qui à un moment donné ont tellement automatisé à grande échelle que c'était plus du ressort juste de remplir des fichiers Excel et de passer par l'IT pour bidouiller un truc, quoi. Il fallait utiliser vraiment un logiciel. Quelles entreprises, par exemple? Là, nous, c'est vrai qu'on s'est positionné. Quand on a vendu la première entreprise, on a eu le luxe aussi de choisir nos batailles. Donc de la deuxième entreprise, et on s'est dit si nous on s'attaque pas aux grands agents du changement, qui pour le faire, quoi. On a ce luxe de pouvoir prendre pas ce temps, mais
d'avoir suffisamment accès à tout un réseau pour aller adresser la complexité que sont ces grands agents du changement-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec la SNCF, on travaille avec Orange, on travaille avec des grands retailers, des ADO, des Auchan, et puis aux États-Unis avec du Ralph Lauren, par exemple, avec du Burberry, ça c'est au UK. On travaille avec plusieurs FTSE 100, des Fortune 500, du CAC 40. On travaille avec des entreprises plus petites aussi. Mais en fait, toutes ces entreprises-là, tu te doutes bien que d'aller chercher dans les systèmes d'information, c'est ultra complexe. Et en fait, heureusement qu'on est passé par la première entreprise, parce que c'est toujours pas magique d'aller comprendre toutes ces données-là, mais au moins on a le mérite de pas être surpris. Et c'est déjà un edge en soi. Voilà. Mais autant je comprends le fait que quand tu vas analyser les dépenses d'une entreprise, par exemple, si tu prends des avions versus des trains, tu pollues un peu plus. A priori, ça c'est assez simple. Ouais. Mais comment est-ce que je sais si tes véhicules sont électriques, si tu consommes de l'électricité verte? Mais tout ça, l'entreprise, elle a déjà toutes ces informations-là. Elle paye des factures, cette entreprise. Elle a un système de procurement, d'achat. Donc en fait, tout est déjà répertorié dans les systèmes. Il faut juste aller chercher le bon point de données dans ces systèmes-là et comprendre que ce point de données-là, il veut dire tant en carbone, qu'il veut dire tant en acheminement de X, Y déchets, par exemple. Et ça, c'est en fait ce qu'on fait aujourd'hui avec Sweep. Ce qu'on se dit avec mes cofondateurs, c'est que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que la première entreprise, qui pourtant était sur des sujets finalement financiers, de monitoring, d'aide à la décision. En fait, ce qui est plus compliqué, c'est que il faut aller chercher dans les systèmes d'information de l'entreprise. Il faut ajouter l'espèce de couche, en fait, de layer qui va interpréter toutes les données. Donc, il y a du processing supplémentaire avec les bonnes méthodologies. Là, pour moi, il a fallu que j'amène dans l'entreprise Sweep des sachants, en fait, des gens qui savent vraiment parler climat, qui savent parler science, qui savent parler les fameux knowledgeable personnes en fait que tu cherches à avoir, donc sur ces sujets, parce que moi je venais pas de ça, donc on a marié la data et les gens qui viennent du climat. Et puis après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'impact d'une entreprise, elle est liée à ce qu'on a. Alors je vais pas rentrer dans les détails des différents scopes, etc., mais la manière dont tu vas travailler avec tes fournisseurs ou avec ton amont ou ton aval. En fait, tes choix vont vraiment impacter ton bilan carbone, par exemple. Et donc, il faut aussi que chez Sweep, on aille chercher la donnée dans les systèmes d'information de cette grande chaîne de valeur-là. Et c'est là où c'est compliqué. Mais moi, ça me plaît parce qu'en fait, ce gros challenge qu'elles ont les entreprises, c'est un challenge de data et c'est un challenge de réseau. C'est du network, en fait. Il faut aller chercher de la data. Moi, j'adore. Le numérique, pour ça, il n'y a rien de mieux pour connecter les points du Groenland à la Nouvelle-Zélande. C'est formidable. Donc nous, on joue ce rôle-là, de connecter tous ces points-là, de les rendre intelligents pour que l'entreprise puisse vraiment prendre des décisions au regard de ce qu'elle émet en carbone, de l'impact qu'elle a sur toute sa chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'elle... je me bats avec un coussin, attention. Les entreprises, si tu devais juger, en vrai, elles care, ça leur importe, sincèrement? Est-ce que ça les elles sont pas un peu obligées, soit par le législateur, soit par leurs clients, ou est-ce que vraiment ça vient de l'intérieur avec une envie, ou est-ce qu'on s'en fout après? Alors, il y a un constat, c'est celui que pour n'importe quelle entreprise, tu as un couperet réglementaire et un couperet réputationnel de base, très très clairement. Et aujourd'hui, il y a un couperet de retour sur investissement. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la durabilité est vraiment mesurée et amène en fait ce qu'on va appeler un retour sur investissement aux entreprises qui la pratiquent depuis longtemps. C'est prouvé. T'as du Morgan Stanley, t'as du Bain Capital en fait qui continue en fait d'amener toutes ces statistiques là. Donc une entreprise qui ne care pas, en fait elle a possiblement ce couperet réglementaire. Il y a quand même tout un cadre réglementaire dans le monde entier, même si on parle de diluer un petit peu tout ce qui se passe en Europe, n'empêche qu'il y a quand même des cadres réglementaires qui existent. Ensuite, tu as le couperet réputationnel. Qu'est-ce que tu fais en fait en termes de reporting volontaire aussi par rapport à tes clients, par rapport à tes salariés aussi. Et puis il y a aussi ce couperet de dire est-ce que je reste dans la course en fait si je fais pas ça? Mes concurrents ils le font. Donc à un moment donné, ceux qui décident de mieux se sourcer, d'aller chercher une meilleure matière. On est quand même dans un monde ultra fragmenté. Je vous refais pas la géopolitique actuelle. Sur les sujets de sourcing, etc., quand tu commences à penser tes approvisionnements et ton impact, ça te donne de toute façon une big picture sur ce que tu es en train sur les interactions que tu as avec ce monde. Donc en fait, ça ouvre aussi la capacité plus tu montres ça, plus de toute façon ça impacte ta top line, ta bottom line, de l'accès au cash
à moins cher, parce que tes prêteurs en fait vont aussi regarder le type d'impact et la manière dont tu es interconnecté sur ces sujets. Est-ce que tu feras partie des winners ou pas dans le temps parce que tu as compris la manière de faire le même produit avec peut-être moins de ressources. Donc tout ça en fait c'est de faire partie de ceux qui transitionnent, et ça a un vrai impact à tous ces endroits-là. Donc les entreprises qui peut-être à un moment donné le faisaient juste pour dire on est des gentils, aujourd'hui rationnellement il y a ces 3 piliers-là qui sont vraiment rationnels dans un conseil d'administration, dans une boardroom, à prendre en compte. Donc ceux qui ne considèrent pas ces éléments-là, j'espère que je suis claire, mais ceux qui considèrent pas ces éléments-là, en fait, moi je me dis, quand je vois des PDG en fait qui pensent toujours pas comme ça, je me dis mais à quel point t'es pas sur ton mandat, mec. C'est un truc de dingue en fait. Tu te dis mais à quel point il est en train de planter la boîte. Et les conseils d'administration qui continuent de mettre possiblement l'ESG en bas d'agenda, histoire de dire il y a eu un moment donné à l'agenda, mais on sait très bien que ça ne sera pas vraiment traité en séance. Tu te dis mais c'est pareil, à quel point vous ne méritez pas vos jetons. Rentrez chez vous en fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a. Vous n'êtes pas sur votre mandat qui est de faire. Tous ces gens-là doivent faire que leur entreprise dure pour toujours. C'est le mandat initial. Aujourd'hui, dans ce monde actuel, la durabilité, c'est pas la durabilité. Quand on parle de sustainabilité, durabilité, c'est pas être cool, c'est pas être gentil, c'est pas être green. On s'en fout de ça. Alors, revenons à l'étymologie, quoi. La durabilité, c'est de faire que ta boîte, elle dure pour toujours. Et si aujourd'hui tu ne considères pas ces éléments-là, bah écoute, tu feras pas long feu. Mais je pense qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui s'en fout que la boîte elle dure pour toujours. Ce qui compte, c'est c'est la croissance sur les prochaines années, le prix par action. C'est le cas de beaucoup de PDG ou de choses comme ça qui sont sur un mandat, ils ont 4-5 ans. Ouais, je veux dire, c'est un peu cynique, mais on retourne là-dessus aux États-Unis quand même très fort en ce moment. Alors oui et non, parce qu'en fait, moi aujourd'hui, les États-Unis, c'est quand même la première zone de nouveaux revenus chez moi et d'accélération de nouveaux revenus chez moi. Typiquement, là, tu vois, contre toute attente, on va dire. Surprenant, ouais. C'est surprenant parce qu'en fait, les entreprises, elles sont rationnelles, donc, et elles ont compris qu'il y a un retour sur investissement qui aujourd'hui est vraiment traduit, documenté par des grandes entreprises, enfin, d'autres grands cabinets de conseil, etc. Je veux dire, puis elles voient les voisins aussi qui commencent à communiquer sur du ROI. Le ROI t'es dans la cosméto, tu agis correctement, tu vois ton NPS, donc ton Net Promoter Score, qui grandit. Ça fait partie des éléments de ROI. Donc, juste pour te donner quelques exemples. Et en fait, ces entreprises américaines, qu'est-ce qu'elles font? Elles passent sous les radars du gros mot ESG, parce qu'elles n'ont pas envie qu'on les emmerde, grosso modo. Mais qu'elles continuent de le faire. Donc en fait, c'est très silencieux, mais c'est fait. Je te dis pas que toutes les boîtes sont comme ça. Mais je veux juste te dire que la planète est très vaste. Et que dans 3 ans, les boîtes qui ont envie de faire les choses bien, il y en a plein. Après, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui disent non, mais moi, je suis très court-termiste, etc. Et l'horizon du mur de la planète qui va mal se rapproche. Et donc, les entreprises qui pensent vraiment, ne serait-ce qu'à 5-10 ans, elles regardent aujourd'hui très fortement les sujets de durabilité pour être sûres qu'elles passeront ce cap-là dans un monde où elles seront adaptées versus les autres qui se seront plantées. Je vous rappelle quand même qu'il y a 15 ans, quand il y a eu cette transfo digitale, où tout le monde a commencé à dire ouais, c'est quoi ces trucs, l'AWS, le cloud, le machin, le truc. Ceux qui n'ont pas pris le tournant de digitaliser la fameuse transfo digitale, ceux qui n'ont pas pris le tournant, soit ils l'ont payé très très cher 5 ans après, mais genre très très cher, soit ils sont morts. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est vécu par les entreprises comme une transition, une transformation, que c'est pas simple. Enfin, c'est les mêmes patterns. Il y a 15 ans, sur les sujets de transfo digital, moi, quand j'arrivais avec ma BI, donc mon outil d'aide à la décision SaaS, pur SaaS, what? C'est même pas on-premise installé? Bah non. On me disait, mais la data dans le cloud, mais n'importe quoi. Ouais, je sais pas. Voilà, l'avenir a prouvé que ça va un petit peu mieux. Et en fait, mais je parlais, on me disait, mais va voir le gars de l'IT qui gère la transfo digitale. Pardon, le gars de l'IT qui gère la transfo digitale. Mais il faut repenser vos business models, etc., etc. Ça prend du temps. Quand on a lancé Sweep, au début, c'était les personnes qui gèrent la transfo vers une économie bas carbone. Allez regarder, il y a la petite nana du marketing qui fait des rapports. Ou sinon, il y a peut-être le gars qui gère les déchets. Mais super. Donc, c'est le même pattern, quoi. Et entre-temps, t'as maintenant les CFO qui s'intéressent au sujet parce qu'en fait, il y a de plus en plus qui est demandé. Alors je vais pas rentrer dans les grands détails, mais les consolidations statutaires qui veulent que le financier, les reportings financiers doivent matcher avec les reportings extra-financiers. Pourquoi? Parce que tout ça fait sens pour une seule et même boîte qui doit s'adapter à ce qui est en train d'arriver.
J'ai enregistré hier matin avec le CEO de Ikea Monde, Jesper Brodin, qui vient de lâcher son job pour un Espagnol, le premier Espagnol non suédois à gérer Ikea, qui me racontait qu'il était à Paris pour célébrer les accords de Paris, les 10 ans des accords de Paris. Il me dit, on se sent un peu seul. En fait, il me dit, tout le monde s'en fout quand même. Il avait un peu ce sentiment. Ouais, et en même temps, tu vois, ça renvoie à ce qu'on voit à la COP, la COP 30 qui vient de se terminer, où tu te dis tout ça pour ça peut-être, mais en même temps, on se reprocherait tous de pas avoir ces grands rassemblements pour continuer d'en parler. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font intercop aussi. Il faut pas tout attendre d'une COP, faut pas tout attendre d'une célébration d'un accord. Il y a plein de choses. Enfin, il y a entre aujourd'hui et il y a 10 ans, le nombre d'entreprises qui reportent en fait sur ces données-là, qui ont pris conscience, qui ont mis en place une nouvelle manière de se sourcer. La SNCF aujourd'hui, il se source avec un acier plus vert qui coûte moins cher. C'est plus vert et ça coûte moins cher. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de ça ne va jamais assez vite, très clairement. C'est la fameuse tragédie des horizons, là. Mais lui, il me dit qu'ils ont fait 25% de croissance sur les 10 dernières années et 30% de carbone en moins en valeur absolue. Pas en valeur relative par rapport aux 25. C'est super. Voilà. Donc, ils ont réussi à baisser leurs émissions de carbone de 30%, malgré une croissance de 25%. Exactement. Et donc, ça, il m'explique, enfin, j'ai halluciné. C'est-à-dire que il me dit, à un moment, j'ai réalisé qu'on était un des plus gros producteurs d'énergie en Europe. Parce qu'en fait, avec leurs éoliennes, mais aujourd'hui, ils revendent, en fait. Ils produisent plus que ce et tu dont vois, ils ont besoin. Ils ont développé une diversification aussi de revenus. Et peut-être que ça fera un jour, peut-être comme un Amazon qui a démarré avec des bouquins, qui s'est mis à faire du cloud. Et qui est hyper résilient. Qui est hyper résilient. Et puis peut-être qu'un Ikea, ça deviendra en fait un fournisseur d'énergie dans le temps. Ils seront très contents d'avoir adapté les choses très tôt. Oui, c'est ça. Et il me dit, le ROI, il a tué très très bon. Bien sûr. Donc il est hyper content. C'est vrai qu'à la fois, quand tu vois des exemples comme ça, tu te dis, déjà quand il l'explique, qu'il l'aimait, tu te dis, ok, ça fonctionne. C'est-à-dire que ce que tu dis tout à l'heure, c'est un peu comme ton exemple du cloud. Vois, c'est quelqu'un qui t'a parlé retour sur investissement, qui a commencé à dire qu'au niveau de la marge, ça a des impacts, que ça impacte la top line, que ça impacte aussi, j'imagine très certainement, le NPS des consommateurs. Et tout ça, en fait, ça plus ça, eh ben, si ceux qui continuent de dire qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire, bah écoutez, en fait on se revoit pas et puis on prendra certainement votre place à terme et voilà. Je pense que chez eux, ça semble, quand tu l'entends, ça semble très rationnel et pragmatique. Exactement. En plus d'être la data. Aujourd'hui, si tu veux, cette data-là, elle parle quoi. Elle parle dans les reports. Mais en parlant de parler justement, quand le discours de fond qui est en train de venir, on le sent venir, la petite musique en France quand même un peu, après les États-Unis où en fait on te dit tout ça c'est faux, c'est des scams, c'est de la fake news, etc. Je pense qu'on a quand même aussi aujourd'hui une legacy, un héritage de ce qui s'est passé en 2015. T'as pas un peu peur ou tu t'entends pas des petites musiques ou des petites choses qui font que quand même à un moment on se dit même ces entreprises américaines qui continuent, elles sont encore sur la vague de précédente, mais cette vague qui arrive là maintenant, elle pourrait quand même tout embarquer. Écoute, il y aura toujours des bons, des mauvais élèves, hein, j'ai envie de dire. Après, c'est vraiment le côté, je te dis, quand t'es rattrapé par le sujet très rationnel en fait de création de valeur liée à ces initiatives chez le voisin, chez le compétiteur, etc. Enfin, par A plus B, quand tu vois que ça impacte ton taux de renouvellement de RFP. Parce que quand toi tu as dans les informations que tu donnes suffisamment d'éléments sur le sujet ESG qui finalement vont être importantes pour le client du dessus. Tu vois, pour avoir son sweep qui lui donne les bonnes données. Mais pour ton client donneur d'ordre, voilà, qui lui va pour X, soit il est convaincu par le sujet, soit il est en effet sous un couperet réglementaire. En tout cas, tout ça en cascade fait qu'à un moment donné, ce taux de renouvellement de marché ou ce taux d'accès à de nouveaux marchés est bien meilleur quand tu scores d'un point de vue ESG. Maintenant, le fameux backlash dont on parle, écoute, oui, assurément, il y en a, mais il y avait des réfractaires au changement, à la digitalisation. Il y aura toujours, et puis c'est très politique. Maintenant,
la science se parle, et puis je pense que je reste optimiste sur le fait que tout ce qu'on voit quand même dans les news montre bien que les entreprises... Mais c'est compliqué de se dire à quel point c'est ta responsabilité. En tout cas, je pense que le consommateur, de toute façon, aura le dernier mot, quoi, in fine. Tu partages un peu tes chiffres Non, on les partage pas. D'accord. Non, on les partage pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait x2 tous les ans sur l'ARR. J'essaie de minimiser en fait la part que l'on fait en termes de services. Je veux vraiment qu'on rester en fait d'avoir cet ADN très très fort d'éditeur de logiciels, donc c'est très important pour moi de faire très attention et de pas devenir une boîte de consulting. Enfin ça c'est parce que tu peux vite tomber dans ces travers là, donc non, et comme ça je protège énormément mes marges et en fait tu vois on n'a pas relevé depuis longtemps parce qu'on n'a pas besoin en fait. Parce que vous avez levé beaucoup aussi. Ouais, mais puis surtout parce qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Non évidemment. Avec cet argent. Vous avez combien de clients? Parce qu'il y en a d'autres qui ont dû relever beaucoup. C'est vrai. Ouais. Vous avez combien de clients? Là aujourd'hui on va approcher les 300 presque 400, on va être vers 370 grosses clients, entreprises. etc. Plutôt très grandes C'est entreprises. quoi votre panier moyen? Pareil, j'en parle pas, mais il est sur de l'annuel, il dépasse, il est au minimum à 6 chiffres, ça c'est sûr, quoi. D'accord. Vous m'avez carbo là, c'est pas sympa. Je sais que tu te ferais pas avoir. Et comment l'IA dans tout ça, donc c'était un peu native aussi chez vous, Ouais. vous aviez vu, mais est-ce qu'aujourd'hui à un moment, je sais pas, nous, je vois les prouesses qu'on fait sur Lovable avec Christopher Ouais. ici présent, C'est génial. etc. Il n'y a pas un moment où peut-être certains de tes clients qui se disent non mais Sweep c'est sympa mais c'est quand même un peu cher avec leurs 6 chiffres à l'année. Est-ce que à l'année ou par mois? Et est-ce que tu t'as pas un petit des petites craintes là-dessus ou des gens qui développent leur truc dans leur coin? Écoute, l'IA, moi j'ai adoré aller en juin dernier. Il y avait un sommet IA organisé par des Français qui a fait venir à peu près toute la Silicon Valley. Ils m'ont fait halluciner de réussir bien sûr. Raise, en fait, Ouais. RAISE. C'est ceux qui font la Paris Au Blockchain Louvre, Week. au Louvre, ouais. Et en fait, j'étais vraiment très surprise des personnes qu'ils avaient réussi à faire venir. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'Américains. Et je pense que ça a donné le ton aussi. C'était genre, attention, en Europe, parce que regardez écoutez tout ce qui se dit. Et en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est que toutes ces personnes redisaient aussi l'IA forcément génial pour améliorer un maximum de choses. Maintenant, si t'as pas le content et l'expertise, c'est quand même compliqué de te positionner en fait et de venir complètement bouger les lignes. Il faut quand même que tu aies cette expertise et le métier et la compréhension de ce que le client veut. Je voyais un des cofondateurs d'Intercom. Je veux dire, les cofondateurs d'Intercom, ça fait longtemps qu'ils font plus des stages pour aller parler, les gars. Enfin, c'est vrai, quoi. Ça fait longtemps qu'ils ont plus besoin de ça, on va dire. Et en fait, il a fait un talk d'1 heure. Je veux dire, pareil, il avait du tout préparé pour redire à quel point il était en train de rechanger Intercom de l'intérieur sur ces sujets d'IA. Mais que c'est parce qu'il avait aussi eu tous les pain points sur son sujet depuis plus de 10 ans maintenant, qu'en fait, il était en capacité d'encore mieux changer Intercom parce qu'ils connaissent tous les process, ils connaissent tout ce qu'il faut aller justement améliorer grâce à l'IA. Et ce que je vois avec Sweep ou sur nos sujets très climat, c'est que oui, en effet, tu pourras toujours bidouiller plein de choses avec l'IA et tant mieux, et on s'en sert tous les jours dans le produit et dans le produit qui fait le produit, c'est-à-dire l'entreprise. Mais c'est, si tu veux, cette compréhension de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour le client, de toute cette domaine expertise-là, elle va être magnifiée en fait par l'IA, mais il faut quand même cette domaine expertise là. Donc te lancer aujourd'hui tout seul, il y aura toujours 3 mecs dans un garage qui vont essayer de faire un truc pour aller chercher les très 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 grands comptes, et j'ai envie de leur souhaiter en fait d'y arriver parce que tant mieux quoi. Mais c'est quand même très compliqué. Il y a une domaine expertise qui est quand même pas simple à avoir. Ça rejoint un peu ce que tu dis sur le data delusionment, la désillusion de la data. En l'occurrence, c'est que si tu as plein de data mais que tu sais pas quoi en faire, que tu n'es pas expert, tu peux te perdre un peu là-dedans, te noyer. Exactement. Et puis il y a des tendances de marché, il y a des besoins, il y a la compréhension de tout le réglementaire, le pourquoi, le comment. Ça, je dis pas que c'est une énorme barrière à l'entrée. Il y a plus de barrière à l'entrée vraiment aujourd'hui, mais on les a quand même mises. Elles sont hautes, on va dire, ces barrières à l'entrée qu'on a réussi à créer. Une autre chose dont tu parles assez souvent sur en tout cas sur l'ICP en fait qu'on va chercher, sur le segment de clients qu'on va chercher.
sont les forever companies, donc les sociétés durables, c'est ce que tu dis, ou les éternelles? Nous, nos clients, on les appelle les forever companies. En fait, c'est celles qui ont compris que, t'es sur ton mandat de vouloir durer pour toujours, quoi. Une entreprise, c'est ça, quoi. C'est la faire durer pour toujours, et on essaie de les mettre grâce à cet outillage et grâce à cet outil de prise de décision, de les mettre sur ce track-là de durer pour toujours. Mais c'est pour moi presque un nouveau narratif, c'est-à-dire qu'on n'entend pas souvent parler. Ça a beaucoup plu à une entreprise de luxe qu'on était allé prospecter. Je leur dis voilà, nous on vous considère comme une forever company. Oh, ça nous plaît. Vous avez déjà enregistré le truc? Oh la vache. Il y a le trademark. On parle pas de ça, s'il vous plaît. Et voilà, c'était drôle. Non, mais c'est vrai que c'est un nouveau, je pense, un peu narratif, parce que moi, je suis dans un univers d'entrepreneurs qui, pour beaucoup, créent des boîtes, les vendent, passent à autre chose, on crée une autre. J'ai pas d'exemple précis sous les yeux, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas si. Ouais, mais t'as pas envie de revendre un truc qui n'a pas d'âme, enfin qui n'a pas d'âme moderne, c'est-à-dire qui est prête à. Enfin, il faut quand même. Non, moi, j'adore l'idée. Je trouve que c'est hyper romantique, mais est-ce que c'est une réalité? La réalité, demande à tes actionnaires, tiens, s'ils n'ont pas envie que tu dures pour toujours et que tu sois leur rente pour toujours. J'en ai qu'un seul. Voilà. Il est très dur. Demande au CAC 40 si les actionnaires sont pas en train de regarder si dans 10 ans quel rendement ils vont avoir. Oui, mais dans le CAC 40, sur toute une société cotée, en fait, quand elle te plaît plus, tu la vends. C'est plus facile. Autant dans du private equity, c'est un peu cynique. Sur non, je suis réaliste. Non, mais je veux dire. Non, je pense que c'est pas la grande majorité du tout. Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Il y a plein de gens qui pensent court terme. Mais aujourd'hui, regarde mais même, oublions la durabilité, sur ces sujets-là. N'importe quel actionnaire va te demander, mais montre-moi, c'est quoi ton plan à X années, ça tient la route, ça tient pas la route. Enfin, t'es le premier en tant qu'investisseur à regarder ce genre de choses. Non, mais... La narrative sur le plus long terme. Et aujourd'hui, si tu n'intègres pas ces sujets-là dans ta narrative à long terme, tu fais pas le job, quoi. Non, mais si je dis ça, c'est que j'ai vu des exemples très précis de grosses boîtes potentiellement même américaines. De certains de mes potes qui vendaient des piles par exemple et puis qui un jour sont mis à en vendre sur Amazon et puis le business des piles c'est un super business parce que t'en rachètes et puis t'en as besoin et puis tout d'un coup Amazon s'est dit tiens on va faire des piles et puis ils ont lancé Amazon Basics avec des super piles et puis parce qu'ils voyaient ils analysent tous les super business c'est là-dessus où ils font leur basics. C'est pas parce qu'on a cette conversation ce soir qu'il n'y a pas Shein qui est en train d'éclater les scores. Tout à fait et après c'est le paradoxe actuel. Mais lui il est passé dans une autre société où il s'est mis à vendre du thé et du café, et puis ils se sont mis à vendre des capsules sur Amazon, puis il a dit à ses boss à un moment je suis pas trop sûr qu'on devrait vendre des capsules sur Amazon parce qu'on va leur montrer à quel point c'est du réassort et un business comme ça, ils vont comprendre tous les chiffres, tous les trucs, etc. On va leur donner toutes les datas et puis ces boss lui ont dit non mais attends chérie, moi je suis là pour 5 ans, hein, tu sais, on va faire péter les scores en ligne et puis advienne que pourra pour les autres, on laissera le bébé. Advienne que pourra, puis on attend la suite. Non, c'est sûr. Ouais. Dans les valorisations aujourd'hui, ça compte. C'est sûr. Ça compte. Vous êtes combien aujourd'hui chez Sweep? On est presque 200. Waouh. Combien de pays? Beaucoup. De pays. On a fait les comptes il n'y a pas longtemps. D'implantation. Je pense qu'on a une trentaine de nationalités. Tu vois. On a un bureau à Montpellier qui est le siège. Montpellier, pardon. Paris, on a un bureau à Paris. On partage les bureaux de Lydia. C'est en dehors de Paris, tu sais. Hein. Ouais. Et tu vois, on a fait le truc très parisien. On est à Charonne, attention dans le 11e. Et après, on est à Londres aussi. On a un bureau à Londres. On a une filiale à Londres et on a une filiale aujourd'hui à Denver, aux États-Unis. D'accord. Et après, j'ai du monde un petit peu partout, Danemark, Espagne, Allemagne. J'en ai aussi en Asie parce que quand on a racheté l'entreprise Conséquence qui faisait de l'IA sur nos sujets, il y a un peu plus de 2 ans, fin 2023, en fait, ils avaient pas mal de staff en fait qui étaient en Asie et qu'on a gardé parce qu'ils sont super. Où ça en Asie? Philippines principalement, une en Inde qui est super aussi, et des Philippins sinon. Hyper éduqué, j'entends sur le sujet d'engineering en fait, on a halluciné. On revient de Chine où on a passé 2 semaines où on a vu une évolution hallucinante sur le green, mais hallucinante, c'est-à-dire que c'est choquant. Ouais. Shenzhen. Ça fait même plus de bruit quand tu es dans Shenzhen, des villes en fait, c'est fou. Hein. Et t'es devant une route, vraiment une route avec 4 voies, 2 fois 4 voies. T'entends les pneus quand même évidemment, mais c'est vrai que c'est très très bizarre. Les scooters qui roulent sur les trottoirs, ils font pas de bruit, donc c'est emmerdant. Mais et
Et puis, c'est pas que dans les grandes villes. C'est-à-dire que tu vas au fond de la Chine, au fin fond de la campagne, tu arrives, tu es dans un restaurant dans lequel on nous a fait manger des asticots et t'as des chrysalides, merci. Et t'as des chargeurs électriques. Enfin, c'est vraiment partout. Ouais. Bon, comme les trucs qui te prennent en photo aussi partout. Mais ils n'ont pas de legacy. ils n'ont pas de legacy, c'est vrai. Mais c'est plus facile de repartir sur du neuf, quoi. là-dessus, est-ce que eux, ça les intéresse, toutes ces datas, ils les cherchent ou c'est juste un truc qui est imposé, Alors, point. nous, on est. Je dis pas que c'est enfin, je suis pas harcelée par les Chinois. On a quand même pas mal d'entreprises chinoises qui toquent à notre porte sur nos sujets. Moi, je ne veux toujours pas y aller en Chine parce que je l'ai fait sur la première entreprise et que ça a été un enfer. Pourquoi ? Parce que tu as toujours le sujet de, quand tu fais du SaaS, tu as toujours le sujet du grand firewall et que ça n'a pas changé et que Il faut laisser une petite porte, il faut s'associer, il faut faire beaucoup d'on-premise et puis c'est là où le contrôle est très compliqué. Et ça n'a pas changé. Ou alors, j'ai pas vu les dernières recettes de certains éditeurs. C'est ce qu'on nous a confirmé sur le... Voilà, même mes batailles aujourd'hui, elles sont ailleurs. Je dis pas que je n'irai jamais, bien sûr, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et puis, je pense ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Mais ça fait pas partie de mes priorités là, à court moyen terme. On nous a parlé de cette petite porte à Hong Kong, en effet, qu'il fallait laisser ouverte ouais, de temps en temps. Ouais. Non, mais je l'ai pratiqué. Et pourtant, il y a longtemps, je pensais que les choses avaient changé, mais pas du tout. Ça a changé sur plein de choses, mais en effet, je crois pas là-dessus. Et Denver, pourquoi Denver ? Pourquoi Denver ? Parce que Kansas City. Parce que ma première... Enfin, attends, je te la fais très courte. T'as tendance à dire que tu vas aller faire un petit landing à New York parce que c'est plus simple pour l'avion, etc. quand tu y vas. Sauf que oui, pourquoi pas. Après, New York, ça reste un hub. En fait, les gens voyagent beaucoup, viennent passer une journée à New York pour le business, etc. En fait, on a évalué New York et puis c'est vrai que j'avais déjà en fait des personnes qui travaillaient aux États-Unis pour nous full time mais qui n'étaient pas encore rattachées à un siège et ces personnes-là étaient à Denver et en fait ça a été aussi une manière pour moi de les un peu de les célébrer quoi, puis de les remercier et de leur dire en fait le siège on va que voilà, c'est un État démocrate aussi où il y a toute une population qui est plutôt j'entends des employés qui est plutôt encline à travailler pour des gens comme nous. Donc tout ça, en fait, les recrutements se font beaucoup plus facilement. Là, je le vois, on est déjà, on arrive à bien recruter, on va dire. C'est quand même moins cher que New York. J'ai hors de question d'aller à San Francisco parce que moi, j'ai jamais été une grande fan déjà. Et puis trop loin. Et puis depuis Denver, en fait, on adresse les deux côtes. Et puis surtout. On a réussi en fait à montrer on a réussi à démontrer qu'on pouvait vendre aux États-Unis depuis le UK. Et grâce à cette équipe-là, très delivery sur place. Et en fait, moi, c'est toujours mon modèle pour me dire, je vais cash burner dans un pays, dans une nouvelle géo, qu'à partir du moment où je me suis prouvé suffisamment de réplicabilité, on va dire, du modèle, que je réussis à montrer que c'est un logiciel que je peux vendre à distance. Tu vois, pour répliquer les choses. Et là, maintenant, j'envoie les personnes aux États-Unis. Là, maintenant, j'investis. Mais j'arrive avec un pool de clients américains qui amène déjà une crédibilité sur place qu'on peut utiliser en effet de levier. Et c'est ce que j'avais fait sur ma première entreprise avec BIM, où en fait, on avait ouvert un siège américain à Kansas City. Kansas City, je m'en souviens. Côté Missouri. Pas comme ça, si tu te souviens de la blague, pas les champs, la partie à peu près bien. Kansas City, il faut le savoir, tu devais diviser entre deux États. Pile, voilà. Et d'un côté, c'est le magicien d'Oz, il n'y a rien. Et de l'autre, il y a des buildings. Bon, c'est comme ça. On était dans les buildings. Et en fait, moi, j'ai adoré faire ça. Parce qu'en fait, t'es vu comme... t'es l'espèce d'ovni européen. D'ailleurs, t'es même pas français parce que c'est compliqué. T'es la tech européenne, quoi. Voilà. Et en fait, c'est cool parce que t'attires l'attention. Qu'est-ce que tu crois qu'à New York ou à SF, j'attire l'attention? Pas du tout. Donc voilà, au moins on attire l'attention comme ça. Et on recrute. Et tu veux attirer l'attention pour surtout recruter tout de suite. C'est le plus difficile. T'es donc un repeat entrepreneur. Est-ce que tu pourrais me donner quelques ingrédients dans ta recette que tu as reproduits et qui ont fonctionné? Et peut-être, si tu en as en tête aussi, quelques ingrédients que tu as reproduits et qui n'ont pas fonctionné. Ouais, bah alors écoute... quand on me dit mais au moins t'as la chance d'avoir déjà vécu plein de choses, donc du coup il y a plein d'erreurs que tu fais plus. Alors oui, certaines peut-être, mais le monde il a juste changé quand même. En 10-15 ans de ma première boîte, le monde a changé.
Les employés que tu recrutes, ils ont changé. La manière de vendre a changé. La manière de promouvoir a changé. Franchement, c'est quand même compliqué. Tu vois, t'es dans un nouveau monde, quoi, à nouveau où tu dois pas tout redémarrer parce bien sûr, on a eu des facilités à lever de l'argent, etc. N'empêche que faut quand même se dire que c'est pas parce que tu as créé une boîte une première fois. Est-ce que c'est vraiment un succès de revendre une entreprise ? Je sais pas si c'est vraiment ça, cette case-là. En tout cas, tout ça, ça participe pas forcément au fait de dire que ce sera doigt dans le nez pour la seconde et la troisième et la quatrième. Moi, je me suis convaincue, en tout cas, en redémarrant la deuxième, que je rentrais dans un marathon. Et déjà, en fait, je pense que psychologiquement, faut se redire à quel point ça va être compliqué. Ça va être un marathon tranché. En mode tranché. Et je pense qu'il faut se préparer surtout psychologiquement là-dessus, quoi. Parce que personne t'attend, en fait. C'est pas vrai ? Personne. Personne t'attend. Personne t'attend. Personne. T'es personne, en fait. Donc, en fait, il faut se réentourer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai appris à bien m'entourer. J'ai appris d'échecs. Alors, j'en fais encore. Je fais encore des erreurs dans mon d'entourage, de moins en moins. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça, c'est le principal. Donc, t'apprends à bien t'entourer, à mieux t'entourer en tout cas. Et puis après, je pense que la lucidité, quoi, la lucidité de la complexité, ça reste ça. Et le quotidien, et puis de se dire, c'est normal en fait. Et donc demain on recommence. et voilà, c'est plus ça, quoi. Un petit secret pour l'entourage et pour bien s'entourer. Vraiment, quand on le sent pas, on le fait pas. Enfin, je veux dire, faut revenir à des basiques, quoi. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Hein. Ça vient des tripes. C'est basique de chez basique, quoi. Et est-ce que quand on le sent très bien, on y va ? Ah ouais. Non, mais parce qu'il y a des moments où, par exemple, tu le sens très bien. Tu fais quand même pas sur le papier. Tu fais quand même tes ref calls. Ouais. Ça, c'est très français de pas les faire, ces ref calls. C'est fou, quoi. Non, mais j'ai confiance. Et puis j'ai adoré la personne d'entretien. Mais t'as passé combien de ref calls ? Non, mais il est super. Je le veux vraiment. Puis en plus, il va me filer entre les. Non, c'est fou, quoi. On le fait pas. Et aux États-Unis, enfin, je veux dire, c'est des machines à. Bon, après, ils se vendent aussi différemment. Non, alors ça, en revanche, ouais, la manière dont je recrute aux États-Unis, c'est très différent de ma première boîte. Ah bah ouais, mais parce que s'il y a bien des gens qui savent ultra bien se vendre, c'est eux. De toute façon, on a tous fait, je pense, les Français là, on a tous fait. Un grand classique sur mes épisodes. Mais bien sûr. Donc, t'apprends quand même. Tu fais tes ref calls, et puis. Ça, par exemple, comment tu le sais ? Le grand classique, c'est ce directeur commercial qui vient, qui te prend 600 000 balles sur moi, je regarde. Mois. Moi, je regarde les sauts de puce aussi. Les sauts de puce, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va être dans la tranchée avec toi suffisamment longtemps. Les gens qui font 2 ans par-ci, 2 ans par-là, 2 ans par... Qu'est-ce que tu veux construire en 2 ans ? Entre le moment où tu commences à faire ton ramp-up, le moment où tu commences à prendre un peu de place, et puis le moment où tu dis finalement ça me plaît pas, c'est-à-dire 6 mois avant de partir de la boîte, il reste quoi là-dedans en exécution ? Et donc en fait moi ces sauts de puce là, quand je les vois, j'ai tendance tout de suite à dire, je dis pas que c'est un gros no-go, mais j'ai vraiment tendance à dire attention parce que cette personne-là, avant qu'elle soit avec nous dans la tranchée pendant un bout de temps, et puis en plus c'est des personnes qui n'itèrent pas assez. Moi je veux les gens qui font des erreurs dans mes équipes, mais c'est tout le temps. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'itération qu'on fait sur les erreurs. Récemment on a fait des boulettes sur un truc arrache. Bon ok, qu'est-ce que je fais ? Je vire tout le monde ? Non, en fait. Par contre, tout le monde a appris là. Et puis ça, c'est ce qui est sûr, c'est qu'on va pas la refaire la boulette. C'est ça en fait ce que tu attends de tes équipes. T'attends de l'itération, t'attends de l'intelligence collective à se dire bon, ok, on a merdé. Bon voilà, ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, en revanche, tu restes avec moi dans la tranchée et puis on continue et puis on crante quoi. Et ça me fait très peur quand je vois des CV où j'ai fait telle startup, super. Tu vois, je préfère je suis restée 10 ans dans une start-up, au final on s'est planté. Ok, on parle quoi. Tu recrutes encore des très jeunes ? Des jeunes dites ? Je dois avouer qu'avec l'intelligence artificielle, quand je te parle de la domaine expertise, tu as tendance à privilégier des seniors que tu vas IAifier, je sais pas comment on dit. C'est un fait, c'est vraiment un fait, ça c'est sûr. Il y a plein de là quand on a fait quand on commençait à imaginer le budget les ressources 2026, quand on a commencé à voir ça en milieu d'année et que tu le fais vraiment là aujourd'hui avec tout ce qu'on a réussi à mettre en IA dans l'entreprise, je peux te dire que oui, il y a certains postes, tu dis en fait on n'a pas besoin. Puis c'était des postes qui étaient peut-être un peu juniors, etc. Ça ne nous empêche pas encore d'en recruter, mais franchement c'est vrai que c'est une réalité, quoi. C'est quoi les trucs les plus fascinants que tu as fait avec l'IA ? Moi déjà,
pour moi-même. Moi, je mets des agents partout dans ma vie aujourd'hui. Et les agents me sauvent. C'est-à-dire que non, moi, j'étais tout le temps mais comme tout le monde, j'étais tout le temps à 600 emails dans la mailbox. Tu ouvres, tu fermes. Oh, mon Dieu, quelle horreur. C'est une source de stress parce que tu dis, mais là-dedans, en fait, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important? Et c'est tout bête, hein, c'est vraiment un exemple ridicule et basique. Je me suis fait une belle usine à agents en fait qui me regarde toute ma boîte mail et en fait ça me trie en fait les éléments par priorité. C'est tout bête, hein, mon exemple. Hein. Tu le fais donc c'est quoi? Ça m'a sauvé la vie. Chat GPT agent branché sur ton Gmail. Ouais, alors nous on est très Dust dans chez Sweep. Dust à fond du sol au plafond. Là, j'ai plus de 92% d'adoption en fait de Dust au quotidien, mais vraiment costaud au quotidien dans toute ma boîte. T'imagines, c'est énorme. D'ailleurs, Dust nous aime bien. Et Dust est au milieu de l'IA, du code. Après, il faut qu'on fasse très attention parce que c'est pareil, c'est une très grande source d'émissions aussi. Cette IA mal consommée, donc on essaie de la rendre la plus responsable possible. Tu peux pas mettre de l'IA partout non plus. Et puis nous, on travaille avec des grands comptes, donc tu fais pas n'importe quoi avec ces datas-là. Donc, mais c'est bien parce qu'on apprend tôt en fait sur des gros sujets bien challenging d'utilisation de l'IA pour ces grands comptes-là. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, quand je lance mes agents, ça me permet d'ouvrir mon ordinateur, de voir à l'intérieur de cette masse-là ce qui est vraiment important. Je vais tout de suite sur l'important. Ça me donne en plus le temps que je vais devoir traiter en fait par. Donc je sais exactement combien. Enfin, c'est une source de. En fait, le gain, c'est un gain de temps, ça c'est sûr, mais c'est un gain de paix d'esprit, quoi, surtout. Et ça a pas de prix en soi. De charge mentale. De charge mentale, ouais. Ça a pas de prix en fait. Et ça, merci l'IA, quoi. Tu disais tout à l'heure que la vente avait changé. Ouais. Tu peux développer. Les canaux de tu vois, tous tes canaux d'acquisition, tu vois, aujourd'hui, tu parles de moins en moins de search engine optimization, tu parles de, attends, c'est sur les, excuse-moi, sur les, ouais, et puis, attends, c'est GEO, attends, ouais, voilà, c'est ça, attends, et le G, c'est pour General, excusez-moi, pardon. General Engine Optimization. Et donc, en fait, maintenant, tu regardes que tes stats sur les différents moteurs, comment t'es sur Perplexity, comment t'es sur ChatGPT, etc. Enfin, tu vois, ça se monétise pas encore. Alors, tu sais que ça va se monétiser bientôt. Et du coup, comment est-ce que tu adaptes tout ça sans trop, mais en même temps, c'est la qualité de ce que tu as sorti sur ton SEO qui alimente tout ça. Donc, en fait, c'est pas simple, quoi. Même pour des équipes méga juniors qui seraient des ultra modernes, nés, branchés, picousés à tout ça, à l'IA, c'est pas simple, quoi. Donc il faut, tu vois, la manière dont tu alloues tes budgets, pas trop se planter, continuer d'écrire comme un humain, parce qu'en fait ça se voit quand c'est trop écrit par l'IA, et donc du coup c'est déréférencé, pardon. C'est une réalité, quoi. Donc tout ça c'est pas simple, je trouve, aujourd'hui. C'est vraiment pas simple. Et c'est aussi passionnant, et c'est un challenge de dingue, quoi. Moi je dis à mes équipes, regardez à quel point vos skills, même à titre personnel, à quel point j'espère que tous les outils qu'on vous met, alors, nous on a quelqu'un qui gère la transfo IA dans la boîte, hein, c'est son job, et c'est comme une personne, tu sais, que tu mettrais au programme par exemple. Elle est sur ce sujet-là, et en fait c'est avec des KPI, des OKR dans tous les sens sur les sujets d'IA, et c'est formidable. Et je leur dis en fait, finalement, on vous emmerde un peu sur ces sujets, mais appréciez en fait pour vos skills perso, en fait, vos skills d'employés, de personnes employables dans ce nouveau monde-là, quoi. C'est sûr que quand tu es dans les bonnes boîtes et que tu peux en profiter, c'est bien. C'est vrai que moi j'ai autour de moi, j'en parlais un peu plus tôt cette semaine dans ma newsletter, des entrepreneurs qui sont, je sais pas moi, dans des sociétés de conseil ou des choses comme ça. C'est un peu plus compliqué. Ouais, en l'occurrence. Après, tu sais quoi, t'as pas trop d'excuses aujourd'hui, vu comme tout est quand même accessible. Peut-être que tu peux pas forcément le faire dans ta boîte en question, mais tu peux quand même monter en charge. Non, tu peux monter en charge. La problématique, c'est que certains se font complètement remplacer, en fait. Ah, C'est-à-dire que tu as certains métiers. Oui, donc il faut juste passer à autre chose. Ça s'appelle des transitions fortes, il faut s'adapter, quoi. Et ça va très vite en ce moment. Et ça va très très vite. Parlons un peu puisqu'on est sur le podcast d'OVNI aussi, et d'investissement et de ta CapTable aujourd'hui. T'as combien d'investisseurs à bord chez de Sweep, chez Sweep Alors j'ai 5 investisseurs principaux, et puis après j'ai quelques BA qui sont top, qui sont canons. Je les appelle mes agents dormants dans la Pourquoi? C'est quoi un BA top? Parce que c'est des personnes déjà qui sont connues comme le loup blanc, et qui du coup, le jour où je les active vraiment sur la géo en question, t'as accès tout de suite à un réseau incroyable. Pour des ventes?
Pour tout, pour des ventes, pour du public facing, pour eux passer le message, pour la crédibilité de ces gens-là qui ont une super réputation. Tout ça rend les choses encore plus crédibles. Par exemple, tu demandes quoi à qui? Tu peux me raconter? Par exemple, en fait, typiquement, on a l'ancien C-Staff en fait de Zendesk. Je dis pas Chief of Staff, je parle des gens du C-Staff de Zendesk en fait qui ont investi chez nous. Et en fait, c'est du petit lait parce que quand on va les voir en fait sur des sujets très techno, très justement IA adapté en fait aux nouveaux sujets analytiques. C'est des masterclass déjà, c'est des gens qui ont une excellente réputation et qui du coup on sait très bien qu'ils ne racontent pas n'importe quoi. Donc tout ça en fait, ils t'apportent du métier. Après, ils t'apportent aussi, tu vois, Tony Fadel, il t'apporte forcément un réseau ou quand tu te poses des questions sur des sujets de communication. Enfin, c'est des gens qui t'ouvrent des portes. En fait, ils sont pas là pour te dire exactement quoi faire, mais en tout cas, si tu sais correctement les activer, ils t'ouvrent les portes pour que tu ailles chercher la bonne expertise au bon endroit. Et déjà, il faut qu'ils soient volontaires pour le faire, qu'ils soient suffisamment intelligents pour t'envoyer vers les bonnes personnes. Ça veut dire très gros réseau et réseau smart. Et c'est là où tu fais vraiment le double down. Tu viens d'utiliser un mot-clé intéressant, si tu sais correctement les activer. Ah bah oui. Mais ça veut dire quoi? Parce que c'est du temps d'activer. Comment c'est du temps de je dis toujours quand mes équipes ont dit oui, mais tu sais, il faut qu'on ait un advisory board, etc. Attendez, déjà, on a un board, on a des employés. Enfin, moi, faire le côté entertainment où je passe mon temps à faire des présentations, enfin non merci quoi, c'est pas possible. Et en fait, si tu veux vraiment que les personnes s'intéressent à toi, il faut leur donner à manger et il faut leur poser, faut qu'il y ait un il faut que ça serve, tout ça. Et il faut pas que ça te serve qu'à toi. Il faut que tu les alimentes. Je veux dire. Mais alors comment? C'est quoi? Tu fais une newsletter, tu leur envoies des news? Non, c'est aller les voir sur des sujets ultra précis où tu leur dis quel est ton nouveau problème qui t'empêche vraiment de dormir la nuit. Quand tu parles de ce genre de choses avec un entrepreneur ou quoi, quand c'est hyper targeté, déjà, il est en train de se dire, mais est-ce que moi, je me suis posé la question, est-ce que ça m'empêche vraiment de dormir moi aussi la nuit, ce truc-là? Est-ce qu'il n'y a pas des tendances qui sont en train voilà. Et donc, quand tu commences à les intéresser, en fait, tu as une vraie réflexion qui se crée là. Mais si tu vas juste pour salut, ça va. Pour salut, ça va, c'est pas. Déjà, tu leur fais perdre du temps. Tu te perds ton temps déjà, surtout le tien. Mais c'est du temps c'est de l'entertainment. Il y a un côté très entertainment, c'est du temps, quoi. C'est du temps. Quand tu veux vraiment bien activer un investisseur, c'est du temps aussi. C'est du temps. Déjà, il faut réussir à l'attraper. Et puis, il faut, je veux dire, tu peux pas juste lui dire, j'aimerais bien que tu m'aides à faire ci. La personne va dire, attends, t'es gentil, mais dis-moi exactement, en fait, où sont tes pain points. Enfin, ça se prépare, quoi. Pour que ce soit très efficace, ça se prépare. Et en fonction des saveurs de chacun, ça se prépare de manière très silotée, presque, tu vois, très customisée. Et ça, c'est du boulot. C'est vachement de travail. C'est vachement de travail, mais c'est là que tu actives le mieux. Et mais tu peux pas juste faire une présentation sur voilà où on en est. Vous en pensez quoi? Alors, c'est quoi ce qui va vraiment pas en fait? C'est ça. Et toi, tu investis toujours? Moi, j'ai arrêté parce que déjà je me suis un peu lâchée. Voilà. Plus d'argent. Alors, je le garde pour aussi Sweep en l'occurrence. Mais non, mais écoute, c'est juste que ça me prenait beaucoup de temps. Et puis surtout parce que je voulais correctement le faire et que c'est pas un métier. Donc en voulant le faire correctement, en fait, c'est pas un métier en vrai. Non. En tout cas, ouais, non, c'était beaucoup trop de temps. Et puis la promesse de l'entrepreneur que t'aides. Enfin, la promesse pour l'entrepreneur, en fait, bien sûr, tu donnes de l'argent, mais surtout, il a envie que tu passes du temps, il a envie de learnings, il a envie de. Et sauf que ça doit se stacker dans l'agenda qui est déjà compliqué, quoi. Et donc j'ai arrêté, et puis là, je nurture, en fait. Pardon pour les anglicismes, c'est horrible. Pardon, horrible. Et tu alimentes. J'alimente et j'alimente. Oui, j'ai le portefeuille que j'ai déjà et voilà quoi. Puis il y en a déjà qui en a plein parce que j'ai commencé à dès que j'ai gagné l'argent de l'acquisition, tout de suite en fait je me suis dit mais t'as pas le droit de garder ça. Tu redonnes en fait. Il faut que tu réinvestisses. Donc tu vois j'ai investi beaucoup d'argent en fait si tu cumules et mais en fait, j'avais moi-même un entrepreneur, un premier BA, le premier BA qui a mis chez nous, chez BIM, alors que tu vois, il y avait vraiment zéro. Il m'avait toujours dit, je le fais, mais tu me promets que tu le feras. Il m'avait vraiment dit ça. Il m'avait dit, je te file 50 000 balles, ce qui était énorme pour nous à l'époque. François Legros, qui est décédé d'ailleurs très récemment. Il nous avait dit, voilà, je te donne. J'aime bien l'idée de faire ça. Ouais. Et je me souviens, on buvait un café, il me dit, écoute, je vais te donner un peu de sous.
Et puis du coup, j'étais trop contente et je viens pour payer le café, les 2 cafés, et puis il me dit, non, déjà, attends de gagner un peu de sous, puis tu me paieras le café à ce moment-là. Et puis il m'avait dit, par contre, ce que je fais, tu me promets que tu le referas, parce que lui, on lui avait fait pour lui aussi. Et en fait, cette espèce de truc de transmission. Et quand j'ai gagné cet argent-là de l'acquisition, c'était inimaginable de pas le faire, quoi. Et donc, puis après, voilà, forcément, on te contacte parce que t'es un peu plus visible. Tiens, est-ce que tu veux m'aider? Alors après, moi, je tombe très love tout de suite des bonnes bouilles. Alors je dis bonnes bouilles, j'ai une super idée, et puis je vais y arriver, et puis puis je vais croquer le monde, etc. Tiens. Et il y a un moment donné, t'es là, arrête, c'est nul. Enfin, tu vois, tu peux quand même. C'est facile de dire non à tout. Un peu plus construite, voilà. Les femmes en particulier. Après, j'ai des copains qui m'ont fait des petites clés de bras au passage, et puis j'ai dit oui quand même, parce que je suis faiblarde. Quand je vois un entrepreneur qui a la patate, je suis faiblarde. Donc j'ai dû à un moment donné me dire, t'arrêtes maintenant, parce que tu sais commenter, et c'est love, quoi. Voilà. Donc faut arrêter. I feel you, je te comprends. C'est pour ça que moi je suis allé avec OVNI, parce que au moins ça me permet de dire non à tout. Après, j'ai été love de Nabla en très tôt. Raison, quand tu es love de Nabla. Je comprends qu'on soit love de Nabla, parce que Delphine et son associé sont vraiment exceptionnels. Exactement. C'était pas un mauvais. Tu vois, voilà. Il y a quand même eu du love intéressant. Où est-ce que tu te projettes? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans avec Sweep? C'est quoi le... Ah bah écoute, vu la surface produit qu'on a, la profondeur produit qu'on a, je pense vraiment qu'on peut être un très très gros acteur de l'extra-financier, donc de Sustainability Data Management Platform, mais extra-financière en fait, enfin extra-financial. Ça va pas fusionner avec d'autres choses, ça? Ah bah de toute façon, tu vois, ça fusionne déjà avec du SAP, ça se fusionne déjà là où sont les données des entreprises, sur du Workday, tu vois, les grands systèmes d'infos qui vont générer les grandes data extra-financières. Quand nous on arrive là-dessus et puis au-dessus, et puis tu vois qu'on permet la BI au-dessus de tout ça, forcément ça parle, ça fait sens. Donc moi je pense on a un beau boulevard là, parce qu'en ce moment c'est très compliqué, et les levées et le sujet est très compliqué. Moi j'adore les semblants de traversée du désert. C'est là qu'il y a des boulevards en fait pour faire les choses bien, et on a l'argent pour le faire, et je peux pas dire que je suis extatique, ravie, etc. de la période, mais il y a des opportunités de dingue à ce moment-là. Donc on continue bien, tout sereinement, et comment dire, ouais, je pense qu'on va faire un très très gros acteur. Et pour une fois, ce qui est très drôle aussi, c'est que sur la première boîte, quand je parlais qu'on faisait de la BI et que c'est de l'analyse de données, je devais cacher. Alors j'arrivais pas trop à le cacher avec mon accent franco-franchouille, mais c'était pas forcément bien vu. C'était même pas bien. On essayait de cacher le fait d'être français aux États-Unis, parce que en fait, il y avait que des cadors américains sur nos sujets. Alors que là, en fait, dire que tu es européen sur les sujets de sustainability, sur les sujets software, en fait, les acheteurs, en fait, enfin les clients savent qu'on est tellement avancé en Europe que nous développons nous-mêmes notre modèle sur des clients hyper avancés, matures, mûrs. Donc du coup, on a forcément productisé des choses qui sont plus avancées dans notre produit. Et ça, en fait, ça nous sert aujourd'hui aux États-Unis. Tu vois, super intéressant, ça veut dire que ça fait partie de notre zone de génie, même en termes de perception à l'extérieur. Bah c'est chouette, parce que je me dis, tu vois, ça fait partie. Enfin, c'est pas souvent que le software européen il est particulièrement praised, donc voilà. On me fait un signe qui fait ça. Je sais pas ce que ça veut dire. T'as une idée? Je te propose de continuer encore sur quelques. Voilà. Merci. Merci Rachel. On te suit sur LinkedIn par exemple, ou ailleurs? Tu publies un peu? Ah ouais, LinkedIn, sur LinkedIn. Okay. Ouais. LinkedIn, donc, très bien. Bah écoute, merci d'être venu pour ce 100e Avec plaisir, merci épisode. Beaucoup. Merci à vous pour votre venez abonnez-vous à ce podcast et à notre chaîne YouTube aussi. Il y a pas mal de gens ici qui sont passés sur le podcast et qui nous ont rejoints avant, après, pendant. Et bravo à OVNI. Et bravo à OVNI, bravo à Thomas, Augustin. Bravo aux recrues, Alexandre, Marie Houtier. Marie, tout le monde. On a passé une bonne journée, Laure. Et puis on se rejoint pour le 200e, quoi. Voilà. Allez, merci. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Et merci Jayan et Christopher pour la technique.